Bonjour à tous. Alors, ça y est, là, on va reprendre après quelques petites minutes de mise en place technique. J'espère que vous allez bien après le repas. En général, juste après le repas, et quand on s'assied dans des sièges très confortables, ça peut avoir un effet un petit peu reposant. Donc, cette table ronde va parler notamment de l'IA. Et je pense que c'est un sujet qui aujourd'hui fait beaucoup de bruit, qui va à une vitesse folle. On va essayer de se concentrer vraiment sur ce rapport, ce lien qu'il peut y avoir entre l'intelligence artificielle et sa relation, qui peut être parfois ambiguë, mais qui peut être très intéressante avec la biodiversité. Aujourd'hui, on va aussi avoir justement des témoignages de cas concrets. Donc on va partir du concret, on va partir justement de l'exemple. On va exemplifier comment est-ce que l'intelligence artificielle peut venir servir la biodiversité. Et ensuite, on pourra avoir une réflexion prospective sur ces questions. Alors, pour vite me présenter, je m'appelle Audrey Vermeulen. J'interviens ici avec plusieurs casquettes, notamment celle de doctorante sur la question de l'éthique de l'intelligence artificielle. Mais au départ, j'ai aussi créé le LICA, Laboratoire d'intelligence collective artificielle à Marseille, le Tiers Lab des transitions et l'École des vivants. Et je voudrais... comment ça va se dérouler? On va se présenter, prendre le temps d'expliciter un petit peu les projets de chacun et les grandes idées. Et ensuite, on va ouvrir un petit peu la conversation. Et on a un temps qui est un petit peu plus raccourci, mais éventuellement, on pourra prendre une question si quelqu'un dans le public a quelque chose de très important à demander. Olivier, je te propose de prendre la parole en premier. Ok. Allô, oui. Donc moi c'est Olivier Rovellotti, je fais de l'informatique depuis que j'ai 10 ans et j'en ai 53 aujourd'hui. Donc ça va faire 33 ans que j'écris des programmes divers et variés. Et l'intelligence artificielle, quelque part, c'est un programme suffisamment complexe pour considérer qu'il y a une forme d'émergence d'intelligence qui transparaît. C'est un très vieux sujet en fait, l'intelligence artificielle. On le fait depuis le tout début, depuis la création des premiers ordinateurs, quelque part, avec ce fantasme de créer une machine intelligente. Et on l'a fait de manière formelle au début, donc c'était la modélisation des connaissances sous forme de bases de règles, etc. Puis après, il y a eu 2 hivers. Ça, il faut le rappeler, c'est important. Il y a eu 2 hivers de l'IA, et ces hivers de l'IA, c'était des moments où finalement la science n'avançait plus. Donc aujourd'hui, on est quelque part dans une phase d'accélération qui est exponentielle et qui est assez fascinante, et qui nous prend presque tous de cours et de vitesse. Mais ça, c'est une longue histoire qui est là depuis un moment. Donc moi, j'ai créé Natural Solutions il y a 20 ans, à peu près, avec comme mission de mettre le meilleur de la technologie au service de la biodiversité. Et principalement, on a construit des bases de données d'occurrence. Donc une occurrence, c'est où sont les bébêtes, où sont les plantes, où sont les animaux, où sont les arbres. Et aujourd'hui, on est, ce que je disais hier soir, en gros, les plombiers de la donnée de biodiversité. On sert des tuyaux, on fait se connecter les gens à tous les niveaux, donc depuis l'observateur de terrain jusqu'au GBIF. D'ailleurs, tiens, j'ai des slides là-dessus. Peut-être, je ne sais pas s'ils peuvent envoyer les slides. Voilà. Donc ma structure s'appelle Natural Solutions, qui est là depuis 20 ans. Et donc on construit des bases de données. Et aujourd'hui, on les connecte à l'IA pour pouvoir acquérir plus de données sur le terrain, pour ne rien rater. Parce qu'il faut avoir conscience qu'on ne sait encore rien, ou très peu de choses. Parce qu'il y a encore énormément d'espèces non décrites. Il y a énormément de choses qui sont inconnues dans l'invisible, mais aussi dans le temporel et dans le spatial, dans le macro et dans le micro. Donc pour ça, il nous faut plus de capteurs, il nous faut plus de données, il faut pouvoir déployer ces capteurs, et nos pauvres petites mains et notre capacité de perception sont relativement limitées. Donc ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'on essaie d'augmenter le naturaliste, augmenter le capteur humain et lui offrir des capacités de perception qui sont plus étendues pour pouvoir aller sur l'invisible, pour pouvoir aller sur l'inaudible, pour pouvoir aller voir du ciel et pour pouvoir augmenter sa capacité de cognition. Dans la flore de France, il y a 8000 taxons. Hier, je parlais avec une amie naturaliste, elle me disait qu'on en connaît 1000. Mon associé qui est un espèce d'autiste de la BOTA, on connaît 2000. Donc 8000 flores de France, c'est encore trop peu. Donc il nous faut des capacités de cognition, des capacités de mémoire beaucoup plus importantes et des capacités de perception, puisque les chauves-souris, on ne les entend pas. Et donc du coup, la bioacoustique sur l'ultrason, c'est nécessaire. On n'entend pas non plus les infrabasses sur le monde marin. Donc il nous faut aussi de la bioacoustique sur ces infrabasses.
Donc utiliser l'IA pour capter plus de données dans un premier temps. Ensuite, si on peut passer à la slide suivante, bancariser ces données. Alors en haut, vous avez un truc absolument génial que j'adore, c'est l'état des connaissances du monde naturaliste aujourd'hui. En rouge, c'est ce qu'on connaît, là où on a beaucoup de données, et en vert, c'est là où on n'a pas du tout de données. Donc vous pouvez voir que c'est très fonction de la stabilité économique. Donc ça s'appelle Global Biodiversity Information Facility. C'est 3,5 milliards d'occurrences, 3,5 milliards de petits points. Ça peut paraître énormément, mais c'est très très peu. C'est très peu. Quand on le reporte au nombre d'espèces encore inconnues, est-ce qu'il nous faudrait, pour pouvoir avoir une image, ce fameux jumeau numérique aussi bien terrestre que marin, c'est très peu, c'est rien. Et en plus, ce qu'on voit là, c'est qu'au milieu, on a des grandes zones vertes où on n'a rien. Et qu'on a des grandes zones bleues où on n'a rien non plus. Vous voyez ? Donc sur le deep sea mining, 80% des taxons qui sont remontés du fond des océans sont non décrits. Donc, notre capacité de description de ces taxons-là est extrêmement lente. Il nous faudra 20 ans, 30 ans à mettre un nom et un statut de protection. Donc si on n'accélère pas massivement, il va nous falloir encore 1000 ans pour décrire le vivant et encore peut-être 1000 ans pour le préserver. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Merci. Voilà. Et la dernière dimension sur laquelle on mobilise l'IA, c'est une capacité de communiquer, puisque notre troisième gros défaut, à nous les humains, c'est qu'on a du mal à s'exprimer, on a du mal à faire passer nos idées, à faire passer nos imaginaires. Et l'IA génératif, ça peut être un allié formidable, parce que vous l'avez bien vu, il est capable de faire des deepfakes complètement débiles, mais il est aussi capable de nous faire des deepfakes qui nous permettent de nous imaginer dans un meilleur monde, ici la corniche, végétalisée, avec un vélo cargo, sans les voitures, alors que pour tous les Marseillais, on sait que cet endroit-là, il fait toujours un peu flipper, il y a toujours trop de monde, ça passe un peu trop vite. Voilà. On a fait des vidéos aussi à partir de ça, en quasiment 3 clics, en injectant un cortège, une palette végétale, en injectant des contraintes environnementales, on peut projeter des imaginaires très rapidement et on peut donner aux citoyens et aux politiques des envies d'imaginer la vie différemment. On peut aussi générer des rapports, on peut générer des rapports courts, des rapports longs, on peut les générer en arabe, en anglais, en chinois, en tout ce que vous voulez. Et on peut faire passer notre message en tant qu'écologue. Alors moi je suis informaticien, mais je me considère aussi comme écologue. On peut le faire passer plus efficacement, à plus de monde et à moindre coût, quelque part. Et notre problème, hier encore, j'en parlais sur une étude d'impact sur la zone de Toulon, le dossier fait 1000 pages. 1000 pages d'études d'impact. C'est courant. Un dossier pour une petite zone où on va faire un hangar pour construire des sous-marins. Donc 1000 pages d'impact, s'y retrouver dans ces 1000 pages d'impact avec des cortèges différents, avec des gens qui ont travaillé sur la socio, des gens qui ont travaillé sur la BOTA, des gens qui ont travaillé sur l'inventaire du patrimoine arboré, leur état sanitaire, etc. C'est trop, on n'est pas capable. Donc résumer ce signal, arriver à le diffuser au bon public, au bon persona, en faisant passer les bons messages avec les bons outils. Voilà. Alors forcément, on en parlera, mais ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'eau, et on en parlera par la suite. Merci Olivier. Comme tu l'as dit, ça résume bien le propos. Allez-y, on l'applaudit, carrément. Merci. Ce matin, Maud Lelièvre et Patricia Ricard faisaient comme ça un peu de pied à l'intelligence artificielle parce que c'est une puissance, et tu l'as assez bien exemplifié, qui peut être vraiment mise à ce service-là. Est-ce que je peux François, alors c'est François-Alexandre Bertrand, et parfois j'ai des doutes sur le sens. Donc est-ce que tu veux bien nous expliquer justement Blue Eyes ? Comment est-ce que toi tu as décidé de mettre ça au service de projets concrets ? Alors, merci beaucoup. Donc, c'est bien François-Alexandre Bertrand. On m'appelle Fab. Voilà, c'est plus pratique. Donc, si vous voulez me parler après, c'est plutôt Fab. Alors, en 2 mots, j'ai eu un parcours un peu atypique. Donc, je vais expliquer qu'est-ce qui m'a amené à Blue Eye et qu'est-ce que c'est que Blue Eye. Très schématiquement, moi, j'ai commencé dans le monde de l'IT, puis le conseil en strat. Après, j'ai travaillé dans l'événementiel pour un événement qui s'appelle le Women's Forum. Tout ceci pour dire que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai eu un parcours assez riche. Notamment le Women's Forum m'a appris à beaucoup voyager, à rencontrer des gens du monde entier et la puissance, en fait, de pouvoir avoir le dialogue. Depuis 4 ans, 5 ans, donc depuis le Covid, ma vie a complètement changé puisque j'ai développé une entreprise qui s'appelle Platypus Craft, basée à Marseille, qui a développé un bateau unique au monde qui s'appelle Platypus, tout simplement. C'est un bateau capable de naviguer sur l'eau, mais également sous l'eau. Grâce à cette capacité de naviguer sous l'eau, nous l'avons mis en opération dans le cadre d'expéditions environnementales
dans le cadre d'une association que nous avons créée qui s'appelle la Blue Odyssey Initiative, que je représente aujourd'hui. Et nous avons parcouru pas loin de 500 km la tête sous l'eau au total. Donc ça commence à faire. On a fait Monaco-Marseille avec d'ailleurs un bilan étonnamment positif. On a repéré les fonds de petite profondeur, la faune, la flore, la pollution. On dit toujours que ça va de plus en plus mal. En l'occurrence, sur ce parcours, je tiens à le dire, et ça fait partie des sujets justement qu'on va aborder, quand on fait les choses bien, quand l'humain fait les choses bien, ça va mieux. La nature est puissante, elle est résiliente, il faut l'aider. Et en l'occurrence, sur ce parcours, des choses bien ont été faites et ça se voit. On a fait d'autres expéditions ensuite, ça nous a beaucoup appris sur ce qui se passait réellement sur le fond des océans, à petite profondeur encore une fois, et notamment la corrélation entre ce qui se passe en mer et à terre. Là-dessus, depuis 2 ans, j'ai arrêté de faire des expéditions, donc je développe toujours Platypus Craft, et je me suis focalisé sur 2 projets concrets pour protéger l'océan. Le premier se passe dans la mer, enfin dans l'environnement aquatique, ça s'appelle Polusub, vous entendrez parler prochainement. C'est un système qui va permettre justement de collecter les pollutions plastiques notamment, qui sont sur les planchers à petite profondeur, sur des profondeurs de 4 mètres, 5 mètres, 10 mètres de profondeur. Et ça se passe dans les ports, dans les baies et dans les fleuves et les rivières. Donc on a développé un système avec plusieurs partenaires, des filets qui vont capter ces déchets avant qu'ils aillent en grande profondeur. Je vous invite à regarder des images terribles de l'Ifremer, de la Comex ou encore de James Cameron. Vous voyez qu'à 2000, 5000 mètres, 10 000 mètres de profondeur, vous avez des quantités de déchets terrifiantes au fond de l'eau. Ce projet Polusub va être déployé l'année prochaine sur des sites pilotes. Le deuxième projet, effectivement, nous sommes en pleine révolution de l'IA. Alors on va en parler effectivement, l'IA, ça interroge, ça fait peur, mais c'est également, comme le disaient Audrey et Olivier, ainsi que Elliot va vous le confirmer derrière, c'est une puissance plus qu'autre chose remarquable. Il faut se servir de cette puissance, mais le faire à bon escient. C'est ce qu'on a essayé de développer avec le projet Blue Eye. Et avant de vous dire qu'est-ce que c'est le projet Blue Eye par moi-même, je vais proposer de lancer la vidéo, puisqu'on a préparé une vidéo que vous allez voir pour la toute première fois. Nous n'avons jamais présenté le projet Blue Eye jusqu'à présent. Il a été présenté très récemment à l'UICN d'Abu Dhabi, j'en reviens à l'instant. Et on a eu un très bel accueil. Voilà, donc je pense que la vidéo va se lancer maintenant. Et puis après, je reprends la parole pour dire 2-3 détails supplémentaires avant de continuer la plénière. Vidéo, s'il vous plaît. Alors, ah oui. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo a été exhaustive. Vous l'avez compris, en fait, le fondamental, il y a eu beaucoup de tentatives de faire des applications ou des interactions entre l'humain et la machine, les bases de données. Aujourd'hui, justement, quand on parle d'IA, voilà, la puissance de calcul de l'IA, la capacité en fait à digérer de l'information, la traiter, la qualifier, la vérifier, et être capable également de la compléter dans certains cas de figure, est absolument indispensable pour avoir l'approche qu'on a voulu avoir. Concrètement, utiliser les citoyens, permettre aux citoyens d'avoir un outil dans la poche par leur téléphone, de pouvoir agir, de se sentir concernés, de ne pas être exclus, parce qu'on en a marre en fait d'avoir les gens à qui on dit tout le temps
de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela. Il faut donner aux gens les moyens de faire quelque chose de façon active. On dit tout le temps que l'humain est le cancer de l'environnement. Je vous le dis franchement, je n'en peux plus. Ça n'est pas vrai. Les humains sont des gens bien, pour beaucoup d'entre eux. Il faut leur donner la capacité d'agir et une capacité d'action. C'est un petit peu ça l'ambition du projet Blue Eye, de pouvoir interconnecter les gens avec les acteurs de l'environnement, donc les scientifiques, les associations, mais également les entreprises privées, les Veolia, les Suez, les Citeo. Si certains d'entre eux sont dans la salle, je suis disponible pour discuter après, d'ailleurs, avec grand plaisir. Et également les décideurs publics. Et de remplacer les opinions par des faits. Et ça, c'est capital. Parce que la data permet ça, en fait, de ne plus avoir une opinion pour celui qui a la capacité de parole la plus importante, mais vraiment pour que ce soit plutôt les bonnes solutions, les bonnes data, les bons faits qui puissent gérer ce que nos actions demain. Merci beaucoup. Merci François-Alexandre. Ce que tu viens de présenter, alors pour la petite histoire, il a gardé le secret de sa vidéo jusqu'à là, maintenant on la découvre. Et moi ce que j'apprécie dans ce que je vois, c'est que tu vas chercher une forme d'intelligence collective qui est la production par les pairs, ou crowdsourcing, qui peut être extrêmement puissante, qui est très bien mise en œuvre justement dans les sciences participatives, et qui a cette double action de produire de la connaissance, qui a une valeur épistémique très très forte, et qui a aussi derrière de l'engagement. Et j'avoue que la raison pour laquelle on a créé le LICA, c'était parce que justement, face aux enjeux et l'urgence de l'anthropocène, on s'est dit qu'il y avait deux leviers qui étaient d'un côté l'intelligence collective et de l'autre l'intelligence artificielle, qui pouvaient être deux puissances très fortes qui, ensemble, peuvent répondre à ces enjeux. Je te remercie. Merci beaucoup. Elliot, tu es le dernier. Alors Elliot, je dirais que c'est celui qui aujourd'hui est presque le plus près de la question du Biomime Expo, puisque tu portes Asteria, qui est justement en lien directement au biomimétisme. Je te propose de nous présenter ça. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi déjà d'être avec vous. Je m'appelle Elliot Greff. Alors, je suis pas du tout un expert de l'IA. Déjà, je préfère le dire tout de suite, pas comme d'autres qui suivent le sujet depuis bien longtemps. Moi, je suis ingénieur en biologie de formation. J'ai fait une thèse de doctorat sur la conception assistée au biomimétisme, et plus particulièrement comment est-ce qu'on intègre des biologistes au sein d'équipes de conception dédiées au biomimétisme. J'ai été au CBIOS pendant 4 ans où j'ai coordonné la méthodologie, donc à la fois sur l'accompagnement de projets très concrets avec des thématiques industrielles, mais aussi sur des thématiques de recherche. Et on a notamment porté un projet qui s'appelait Biomig à l'époque, avec 2 grands axes, notamment un axe sur les méthodologies et l'éco-conception, et puis un axe sur l'IA au service du biomimétisme. Et en fait, ce sont les résultats de ce projet de recherche qui ont été sortis du CBIOS pour créer Asteria. Et donc j'ai eu la chance de prendre la direction générale de ce projet-là il y a maintenant quasiment 1 an. Et Asteria, globalement, Asteria vise à rendre accessible le biomimétisme à toutes les équipes d'innovation, même pour des personnes qui ne sont pas formées en biomimétisme. Donc vous êtes ingénieur, vous êtes designer dans une entreprise, vous ne deviendrez jamais un biomiméticien ou une biomiméticienne, vous avez déjà un métier. En revanche, c'est important de vous rendre accès au biomimétisme si jamais on souhaite que le biomimétisme ait effectivement l'impact toutes les promesses que ça peut porter. Je veux bien qu'on lance la vidéo, comme ça permettra de faire ça plus facilement. Concrètement, la plateforme aujourd'hui, elle vous permet d'aller analyser des problèmes, tout un tas de problèmes auxquels vous pouvez faire face, dans le détail, avec une première partie qui va être justement un chat, donc effectivement des agents IA. La première étape de tout projet, c'est de bien comprendre ce que vous essayez de faire, et de vous accorder dans votre équipe sur ce que vous êtes en train de faire. Donc là, on a pris une démo sur alors une thématique, c'est évidemment pas un vrai sujet de Renault, c'est juste une thématique pour illustrer. Et on va aller comprendre dans la finesse les problématiques techniques auxquelles on fait face. Ensuite, on va aller explorer la plus grande base de données de stratégie biologique qu'on a mis en place à partir de la littérature scientifique. On part de 680 000 mécanismes issus du vivant. On vient les sélectionner, on vient les explorer en fonction du contexte dans lequel on se place. Et ensuite, on va être capable d'aller les transférer grâce à un dernier agent, qui est un agent de brainstorming, et qui va permettre de faire passer les stratégies qui viennent du monde vivant dans le champ de la technologie. On va expliquer quels sont les procédés de manufacture, quels sont les matériaux, quel est l'impact aussi. On utilise le FSSD pour faire attention aux éléments qui peuvent être portés par ce projet. Et puis ensuite, on peut sortir et puis partager tout ça avec les collègues.
Tu veux que je parle un peu des autres trucs? Mais j'aimerais bien, oui. Je sais pas si tu voulais me relancer, c'est pour ça. Je te relance. Ok, tu me relances, merci. Non, tout ça pour vous dire que, en fait, on a un projet avec Audrey sur la question de l'IA et de l'éthique, parce que finalement, parler de biomimétisme et d'IA, ça peut être un petit peu paradoxal, ou en tout cas, ça peut faire peur, je pense, déjà. Et ce qui fait peur fait qu'on le rejette un petit peu instinctivement, et pour être tout à fait transparent, moi, c'était mon parti pris initial. J'avais très peur de l'IA. Je pense que c'est une des premières choses que je t'ai dit quand on s'est rencontrés. Je le partage aussi. Et je pense à raison sur certains aspects, ou en tout cas, je pense que c'était essentiel d'identifier les points clés sur lesquels on devait être très attentif pour faire attention dans l'utilisation de l'IA dans notre quotidien. On voit qu'il y a plein de choses qui sont fondamentales qu'on peut faire. En revanche, à travers moi, les échanges qu'on a pu avoir au sein de l'équipe, on a identifié 6 grands axes qui peuvent être des éléments à garder en tête quand vous allez approcher l'IA. Le premier, c'est le phénomène de débilitation, c'est-à-dire le fait de perdre le fait de savoir faire quelque chose, parce qu'on remplace par de la technologie. Peut-être que le meilleur exemple, c'est le GPS et la carte. On ne sait plus lire une carte, on ne fait que de lire un GPS. Le deuxième élément, c'est les erreurs. On en parle souvent, les hallucinations en IA. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter au maximum les hallucinations? Le troisième, c'est les biais d'entraînement. Parce qu'en fait, par définition, vous donnez une partie de données à entraîner, mais donc vous n'avez qu'une toute petite partie finalement de ce qui existe réellement. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de ça, mais les IA génèrent de plus en plus de contenu. Donc si jamais elles s'entraînent sur les contenus qui ont été générés par IA, on a encore une perte de qualité. Un autre point à garder en tête, c'est finalement la dépendance aux GAFAM, aux gros. Parce que globalement, si vous utilisez des LLM classiques, la plupart des LLM, ils sont détenus par des Google, par des Facebook, etc. etc. Et donc, si jamais demain, vous avez un de ceux-là qui augmente de 10% le prix, les prix de nos services vont eux-mêmes devoir augmenter. Si jamais ils coupent du jour au lendemain, en fait, on ne peut plus rien faire, etc. etc. On a également l'impact environnemental. Je pense qu'on est tous au fait de ces sujets-là, mais que ce soit les data centers ou les puissances de calcul, ou aussi simplement le hardware, les éléments avec lesquels on va interagir. Et puis ensuite, il y a les usages, les mésusages de l'IA, usages malveillants. On est dans une période qui est un petit peu compliquée. Les usages en militaire, les usages pour le harcèlement, etc. etc. C'est des choses qui arrivent, qu'on a pu observer. Donc je pense que c'est des éléments à garder en tête comme étant les éléments clés, en tout cas ceux que nous on analysait, il y en a probablement d'autres, mais sur lesquels on doit être extrêmement vigilant pour pouvoir permettre à tous ces beaux projets d'exister justement et ne pas dériver vers des biais éthiques qui seraient très problématiques. Je te remercie. Effectivement, on peut avoir une lecture de l'IA qui peut être toujours noire ou blanche, soit un rejet complet, soit une vision où on se dit, bon ben voilà, il y a une puissance, quelque chose d'extrêmement fort qui arrive, qui sert aujourd'hui des intérêts de puissants aussi, et qui peut aussi venir de manière très forte renforcer ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'est-ce qui va nous servir, qu'est-ce qui peut aller vite, là où il y a une urgence, là où il faut connaître, avoir de la donnée, créer de la connaissance pour pouvoir répondre le plus vite possible à la transformation du monde. À voir aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'effondre, qu'est-ce qui renaît, qu'est-ce qui fonctionne et comment est-ce qu'on diffuse ces savoirs-là. Tu l'as dit toi-même, il y a des enjeux, il y a une foulitude finalement d'enjeux et qui sont complexes. La difficulté de la complexité, c'est qu'on a du mal à savoir quel est l'effet, quelle est la cause. Et on a devant nous une telle masse de choses à penser que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est bien menée, lorsqu'elle est bien conçue, et il faut les deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois un objet, une direction qui soit saine, et aussi une conception qui soit saine, et c'est là où c'est pas forcément évident. Et puis il y a aussi toute la prise de décision sur est-ce que c'est une bonne idée de le faire, est-ce que ça ne l'est pas. Et ça, vous, comment est-ce que vous le rencontrez justement? Comment est-ce que dans vos projets ça se manifeste? Ces prises de décision qui ne sont pas si évidentes dans cette balance entre... Alors effectivement, sur le biais dans les données, il y a des cas très concrets sur les outils d'analyse d'image qui PlantNet ou iNaturalist ou consorts, ou INPN Espèces, enfin tous ceux qui font des sciences participatives à partir de photos. Il y a effectivement une surreprésentation dans les données des espèces nord-américaines, et donc ça, c'est à prendre avec des pincettes, effectivement, sur ce que nous dit Léa. Donc tu parlais de débilitation. Effectivement, on ne va pas nécessairement faire l'effort de dérouler une clé pour arriver à l'espèce. Encore faut-il que la clé existe et que l'espèce ait été décrite. Et donc, quand l'IA nous sort quelque chose, elle va nous sortir
Une certitude selon l'IA. Et on peut avoir tendance à prendre cette certitude comme un fait, et comme effectivement il y a une surreprésentation en bioacoustique sur Burnet ou sur iNaturalist ou sur PlanteNet. Alors PlanteNet c'est plutôt un biais français et africain, mais attention à ne pas utiliser justement PlanteNet en Australie, ça ne va pas fonctionner. Puisque le jeu d'entraînement qui a été utilisé pour faire ces IA d'analyse d'image est constitué à partir d'un dataset qui sont des images et des espèces qui sont décrites en Europe principalement. Et comme vous l'avez vu sur GBIF, là où il y a le plus de données, c'est principalement des pays du Nord, des pays riches et des pays qui ont détruit leur biodiversité le plus, quelque part. Et ça, c'est paradoxal, parce que les Anglais sont très bons, mais parce qu'il ne leur reste plus grand-chose. Je vois des gens au premier rang qui acquiescent, des sachants. On est capable de faire des IA sur des datasets qui sont relativement faibles, et on est capable de faire de la bioacoustique sur une biodiversité qui est dégradée, extrêmement dégradée. Voilà. Donc attention à ce biais-là. Ça, c'était la première remarque. Il y avait d'autres enjeux. Ah oui, la souveraineté. Forcément. Alors là, la souveraineté, c'est un petit peu mon cheval de bataille en ce moment. J'en ai un petit peu marre qu'on nous jette des pierres en nous disant « Attention, vous allez constituer de data centers. À Marseille, on a un gros débat. » Des data centers qui sont juste à côté. Mais si on ne construit pas ces data centers en France, si on ne construit pas ces algos, si on n'a pas la main, si on n'a pas la maîtrise, on ne pourra jamais avoir un contre-pouvoir face à ces GAFAM ou les Chinois. Donc on va avoir potentiellement une IA qui nous débilise et qui nous donne à agir, qui nous donne du savoir qui a été prémâché par Trump et Musk. Donc ça, c'est pas tenable. Et ces gens-là n'ont pas nécessairement la notion du vivant et les non-humains comme étant leur premier contributeur ou leur premier customer, client. Et donc, il va falloir impérativement que l'on entraîne des IA souveraines, locales, ouvertes, qui ont pris en compte les enjeux du non-humain dans leur processus d'alignement pour qu'on puisse faire confiance à ces IA pour effectivement nous donner des recommandations sur la complexité. Et donc pour ça, on a besoin de moyens, on a besoin de se réarmer quelque part, on a besoin de se réarmer numériquement, puisqu'on a compris aujourd'hui que les GAFAM n'étaient pas nécessairement nos amis et qu'ils avaient peut-être pas forcément de bonnes intentions, en tout cas qu'ils n'ont pas les mêmes intentions que nous sur ce qui est des non-humains. Voilà. Je m'arrête là parce qu'il y en a plein d'autres des points. J'ai le droit de dire que j'aime beaucoup mes copains et toi aussi, là, ici, on est bien. Voilà. On pourrait rester longtemps comme ça. Non, c'est un sujet qui est très vaste. Moi, je vais faire un petit peu l'optimiste de la bande, parce que de toute façon, je ne suis pas légitime pour aborder les questions critiques sur, effectivement, les dangers de l'IA. Nous avons des personnes beaucoup plus trempées pour ça. Je dirais simplement que voilà, je viens d'être quinca, tout comme mon voisin Olivier à côté, et donc ça fait un certain temps quand j'ai commencé ma vie, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé dans l'IT, donc dans l'informatique, mais du début, dans les ERP, peut-être que ça parle à certains, SAP, PeopleSoft, etc. Et à l'époque, on était limité par la capacité des bases de données et la capacité technique. On rêvait tout grand de ce qu'on pourrait faire si un jour on avait quelque chose comme l'IA, et on rêvait beaucoup. Et aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est de voir la capacité que l'on a. Me concernant pour Blue Eye, par rapport à ce que tu évoquais, tu as parlé de problèmes, causes, conséquences, c'est exactement ce qu'on a défini. La capacité d'un simple clic en prenant une photo que l'IA va prendre, en récupérant la photo qu'un utilisateur aura pris d'un problème, type une poubelle qui déborde, eh bien c'est l'IA qui va dire, constater que le type de problème c'est une poubelle qui déborde, identifier l'origine potentielle, par exemple le fait que le modèle de poubelle est trop petit ou que le couvercle n'a pas été fermé correctement parce qu'il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas de couvercle, par exemple, ou parce que justement la poubelle a été renversée et que c'est dû au vent ou à la pluie. Tout ça, c'est la puissance de calcul de l'IA qui va être capable d'une simple photo, être capable de générer les informations nécessaires dans la base de données pour qu'on ait enfin, non pas seulement une quantité de données dont finalement on n'a pas grand-chose à faire, mais la réalité qu'on ait enfin des données, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure dans tes rapports à impact de 1000 pages, c'est imbitable, personne ne va lire ça, mais la capacité de générer la substantifique moelle de l'information qui fait que quelqu'un qui doit faire une action a la bonne information au bon moment. Ça, l'IA, pour ça, c'est formidable. Maintenant, à côté, c'est vrai que les enjeux qui sont derrière, ce que vous évoquiez là à l'instant, terrifient énormément. Je dirais simplement qu'au niveau géopolitique, ce qu'on avait au Women's Forum, on a abordé, c'était le Women's Forum for Economy and Society, donc on avait des grandes personnalités du monde des affaires, mais également de la géopolitique, du monde entier. Et c'est là, à l'époque, que j'ai vu l'importance que les gens soient capables de discuter. Mais j'ai l'impression que simplement, jusqu'à présent, on avait du temps pour discuter, et qu'aujourd'hui, avec la vitesse d'évolution de l'IA, il faut qu'on discute très vite.
vérité et qu'on soit capable de discuter. Ce sont les décideurs qui doivent avoir cette capacité-là. Et peut-être même que l'IA va leur permettre de mieux discuter entre eux. Un point intéressant. Tu pointes un point, enfin, la notion du dialogue. Finalement, aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'on a une nécessité d'un dialogue mondial sur une puissance extrêmement forte et des enjeux qui sont gros. C'est-à-dire qu'on a un dialogue qui doit se faire justement sur l'environnement, sur la nécessité d'être au service du vivant. Et on a un autre dialogue qui est sur l'usage d'une technologie extrêmement forte qui peut revêtir un caractère transformateur aussi gros que la bombe, que l'atomique à une époque. Et donc, ce sont des dialogues qui sont politiques, qui sont éthiques, qui sont globaux. Et cette urgence, effectivement, on la sent. Et donc, aujourd'hui, c'est ce dialogue qui se met en œuvre aussi dans ce qu'on apporte. Peut-être qu'on pourrait aller aussi sur les dimensions de prospective, un peu se dire, voilà, effectivement, on a la problématique de ces enjeux. On a la question aussi des jeux de données, parce qu'il n'y a pas d'IA sans jeux de données, sans qualité de données. Et les premiers problèmes que l'on rencontre sont toujours dans la qualité des données. Et comme tu le disais, on n'a pas encore une capacité énorme sur l'ensemble des taxons, sur tout ce que l'on capte. On va aussi aller chercher les choses que l'on est capable d'imaginer. Il y a aussi tout un monde que l'on ignore parce que nous n'avons pas encore des sens qui vont là et que l'IA a ces sens, cette cognition là où nos capacités humaines ne peuvent aller. Et donc, il faut aussi être capable de l'anticiper. Et c'est là où le partage des connaissances fait sens. Donc, on pourrait aussi avoir cette dimension prospective en se disant, OK, on est au balbutiement de l'IA, on est au début. Comment est-ce que aussi on peut imaginer à quel endroit cette IA pourrait avoir sens dans le rapport à la biodiversité par rapport au projet que vous menez. Je ne sais pas si ça vous fait... Ouais, je peux apporter quelques éléments là-dessus. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la version actuelle de la plateforme. Ce sur quoi on travaille aussi, c'est agréger finalement de plus en plus de données. D'ailleurs, ce sera pour la fin de l'année, des données de technologie, des brevets finalement. On a 220 000 brevets biomimétiques qui ont été associés à la base de données, mais aussi des matériaux, des procédés de manufacture, des technologies qui existent, etc., etc. Et tout ça, on crée ce qu'on appelle un graphe de connaissances, c'est-à-dire des connaissances qui sont liées les unes aux autres et qui ont des liens de causalité. Bah ça implique ça, ça implique ça. Donc par exemple, si vous avez 10 000 articles qui disent que la peau c'est une interface et que la peau c'est un système protecteur, bah vous avez quelque chose qui est très robuste qui se tient ici. Ce qu'on est capable de faire, parce qu'on parle d'IA, mais en fait ça veut dire tout dire et rien dire. Il y a plein d'algorithmes différents qu'on peut mobiliser à différents endroits. Et notamment certains algorithmes qui permettent de faire ce qu'on appelle de l'inférence, c'est-à-dire d'imaginer des hypothèses de connexion entre des choses qui ne sont pas connectées dans les données de départ. Donc typiquement, si on a quelque chose de très robuste entre peau, interface et protection, bah peut-être que la prochaine fois qu'on a dans un article interface et protection, on va estimer que c'est peau en fait dont on parle. Ou à l'inverse, si jamais on a quelque chose, on a une écorce qui est une interface, bah on va estimer que peut-être qu'elle peut faire de la protection. Donc d'un point de vue de la découverte scientifique, d'un point de vue de ce qu'on peut faire en termes de prospective justement, du savoir, là il y a vraiment des champs entièrement nouveaux qui s'ouvrent. Et un deuxième aspect, c'est qu'on lance d'ici un mois, on sera à la COP30 avec Oxford pour des travaux sur comment est-ce qu'on peut mobiliser la biodiversité dans les pays qui sont en voie de développement, qui souvent ont des grosses ressources de biodiversité, qui sont perçues comme étant de la ressource physique, pas comme étant de la ressource au sens de l'intelligence, entre guillemets, qu'on peut extraire de ces organisations-là. Et donc, tout le champ de ce laboratoire-là d'Oxford, qui s'appelle le TID, a pour objectif d'utiliser le biomimétisme comme étant une manière d'aller valoriser cette intelligence-là et permettre à ces pays-là de trouver une autre manière de concurrencer sur les marchés globaux avec ce type d'intelligence. Donc je pense qu'effectivement, la base de la donnée comme étant une manière de créer de la valeur et comme étant une manière d'imaginer d'autres manières de répondre à des problèmes, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est permis par l'IA notamment de ce point de vue-là, avec des analyses qu'on ne pourrait jamais faire à la main. On part de 300 millions d'articles côté Asteria. On peut pas lire 300 millions d'articles, c'est pas possible. Oui, alors nous, on travaille sur une plateforme et j'ai eu envie d'appeler cette plateforme Ally comme un allié, en fait. Pour moi, c'est un triptyque où on va mobiliser une nouvelle forme d'intelligence, qui est cette intelligence artificielle, qui a une capacité de calcul qui est colossale et une capacité de mémoire qui est colossale, et par endroits, une capacité de perception qui nous dépasse très largement. Donc, il faut nous repositionner, c'est quelque part une question de renoncement et de redirection sur notre endroit, notre réelle plus-value par rapport à cette machine. C'est pas forcément de la débilitation. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à nous. Et cette nouvelle aventure, c'est aller peut-être vers plus d'émotions, plus de sentiments,
plus d'éthique, forcément, puisque pour l'instant, les surcouches, alors on parle beaucoup d'AI security, etc. On voit que certaines IA commencent à développer des stratégies pour ne pas être débranchées, etc. Ça fait un petit peu peur. Mais notre vision du monde, elle est encore dans nos mains. Donc c'est là où l'humain a complètement sa place. Et donc il faut lui laisser effectivement sa place sur ses capacités de perception et ses capacités de cognition. Et c'est des choses qu'on a déjà entrepris avec le premier Excel que j'ai installé dans mon premier stage juste après ma sortie de fac. C'était déjà de la perte de capacité de cognition, c'était déjà de la débitation, puisqu'on passait de la machine à calculer ou peut-être du calculateur à manuel à Excel, qui est un outil complètement formidable. Donc là, on a encore reculé, puisqu'aujourd'hui on balance tout ça à ChatGPT, il nous fait ses calculs. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a la responsabilité d'imaginer, pour moi, d'imaginer le demain et de s'engager dans des rapports humains-humains, des rapports humains-non-humains, les percevoir. On parlait juste avant ça, de l'écologue qui a cette capacité de perception multisensorielle du milieu et cette compréhension extrêmement rapide de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, sans nécessairement passer par la couche donnée. Hein, un écologue qui connaît réellement son milieu et sa biorégion, il a cette perception quasi directe, instinctive du corps des stratégies de renaturation à mettre en place. Donc il faut aller pour moi sur beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de perception, beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de relations au non-humain, et laisser sa place à cette espèce de ce monstre, on peut l'appeler un monstre, cette machine extraordinaire qui va nous remplacer, et forcément sur tout un tas de choses, mais ça veut dire qu'on va pouvoir faire autre chose et peut-être mieux. Voilà, tout simplement. Et oui, être plus humain, ouais, c'est vrai. Non, mais d'abord, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, hein, c'est toujours passionnant. Alors par rapport à ça, moi je me rappelle quand j'ai commencé dans l'informatique, on avait l'impression dans tous les systèmes d'information, ces systèmes d'information qui étaient comptables, RH, etc., et on croyait que ça allait remplacer les comptables, les experts comptables, les contrôleurs de gestion, etc. Et finalement, depuis, il n'y a jamais eu autant d'experts comptables et de contrôleurs de gestion, et finalement, nous sommes dans un monde extrêmement de gestionnaires aujourd'hui, parce que la capacité justement de ces systèmes, que je connaissais bien à l'époque, a permis de le faire. C'est exactement, pour rebondir sur ce que disaient Elliot et Olivier, moi je crois beaucoup qu'en fait l'IA a déjà été un terme, et on en a parlé d'ailleurs ensemble à déjeuner, on est tous d'accord, est un terme dévoyé. On ne peut pas dire que c'est une intelligence artificielle. C'est une immense base de données avec une puissance de calcul merveilleuse. C'est extraordinaire, c'est bien habillé quand on discute avec un chat GPT, même notamment vocalement. Donc ça donne l'impression d'être avec quelqu'un de foncièrement intelligent et extraordinairement intelligent, mais la réalité c'est que ça n'est qu'une base de données avec une puissance de calcul extraordinaire. Je schématise un peu, mais c'est un peu ça. Donc ceci pour dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est comme toutes les révolutions qu'il y a pu y avoir, même si jamais celle-ci est quand même sacrément trempée, il faut bien le dire, mais elle nous met face à un challenge qui est que c'est en ce moment, si on le fait bien, ça va bien se passer, ça peut même être vachement bien, et si on le fait pas bien, on va avoir des problèmes. Moi je pense qu'on va avoir les deux, on va avoir beaucoup de problèmes, et il va falloir s'en occuper, et on va avoir des opportunités extraordinaires. Mais il faut vraiment, encore une fois, que pour y arriver, c'est ce qu'on ne cesse de répéter, hein, c'est qu'on soit dans un monde collaboratif. D'ailleurs, la notion collaborative, ce lien, vous l'avez compris dans Blue Eye, entre l'humain et la machine, pour moi, il est permanent. À aucun moment, je pense qu'il est judicieux d'avoir que de la machine. À aucun moment, je pense que le retour en arrière avec que de l'humain est pertinent. C'est la jonction humain-IA, et comme on le terminait justement ce que disait Olivier à la fin, qui permet d'avoir plus de temps, plus de capacité, et donc plus d'humanité, et ce qui va nous rendre peut-être davantage humains. Parce que remplacer des travails rébarbatifs par une activité IA, ça donne des perspectives quand même intéressantes. Et c'est peut-être que des gens qui n'ont jamais eu l'occasion, parce que ça aussi on n'en parle pas assez, qui n'ont jamais eu l'occasion de ne pas exploiter leur potentiel artistique, leur potentiel intellectuel, leur potentiel de créativité, parce que dans leur vie de tous les jours, pour gagner leur vie, ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, eh bien peut-être que justement l'IA va leur permettre de faire autre chose. C'est aussi ça, l'IA. Et dans le projet Blue Eye, nous, l'humain et l'IA a été en conjonction permanente. Par exemple, j'ai pas l'occasion d'approfondir un petit peu, mais quand on a la personne qui va prendre la photo et comme je disais tout à l'heure, l'IA va être capable de dire le problème d'origine c'est celui-ci, on pense que l'origine du problème c'est ça et que donc la solution pour répondre au problème c'est ça, c'est l'IA qui va faire tout ça. Mais on va demander à l'utilisateur de dire est-ce que tu es d'accord, est-ce qui a été proposé, est-ce que tu valides, est-ce que tu préfères modifier, corriger, le tout de la façon la plus simple possible. Et aussi ensuite, on va pas avoir
le côté un peu bullshit qu'on a trop souvent aujourd'hui sur les applications, de dire par exemple, j'ai ramassé un déchet, ou vous avez redonné l'information qu'il y avait un problème environnemental à tel endroit, on va donner la capacité à la personne de se dire que grâce à lui, ça va mieux. Et cette notion de reconnaissance d'impact, uniquement l'IA est capable de faire ça. Pourquoi ? Parce que quand la personne va déclarer un problème, ça va remonter dans la chaîne. Un Veolia ou une municipalité, par exemple la ville de Marseille, va pouvoir agir pour vider la poubelle et nettoyer le lieu, par exemple. Et là, on va remercier la personne en lui disant « c'est grâce à vous que cette intervention a pu avoir lieu ». Et ce fait de lier une personne entre j'ai déclaré quelque chose, il y a eu un impact derrière, on lui remonte l'information que ce qu'il a fait a eu quelque chose, un impact utile, c'est hyper puissant. Avec l'IA, c'était impossible d'imaginer quelque chose aussi puissant. Aujourd'hui, c'est possible. Le lien humain, IA, acteur, est capital. Et on peut le déployer sur plein de sujets. Merci. Il est 14h47, on va devoir clôturer cette table ronde. Je me permets un petit rebond sur ce que tu viens de dire. Il y a l'Institute for the Future of Life qui a lancé il y a quelques jours un appel et qui répond un peu à ce que tu dis, cette ambivalence où si on fait bien les choses ou si on les fait mal, et on va avoir les deux, qui fait un appel en disant stop, mettons des lignes rouges comme nous l'avons fait avec certaines technologies pour ne pas aller n'importe où. Qui demande un arrêt, un ralentissement sur la superintelligence pour que justement les scientifiques et les populations aient le temps d'avoir le dialogue pour penser ces barrières, ces limites, là où il ne faut pas aller, mais qui par ailleurs vous disent que l'intelligence artificielle, quand elle est bien appliquée, quand elle est bien conçue, peut avoir vraiment une réponse extrêmement précise dans les questions du soin, de la préservation, de retentissement sur les transformations météorologiques et sur justement l'effondrement de la biodiversité. Bref, l'idée c'est que ce n'est pas manichéen, il n'y a pas à rejeter une technologie qui est déjà là, qui est déjà en route, mais il y a une nécessité d'avoir ce dialogue global autour de ça. Est-ce que vous voulez une dernière phrase pour dire au revoir ? Voilà. Je pense que malheureusement, c'était si on avait le temps et comme on est parti un peu plus tard, j'aurais aimé, mais n'hésitez pas à venir discuter avec chacun des personnes qui sont là, juste après, soit à leur stand, soit en les attrapant en train de boire du café dans un coin. Peut-être juste pour refinir globalement, je pense qu'il faut qu'on apprenne collectivement. C'est un outil, l'IA. La première fois que vous donnez un ciseau à un enfant, vous lui apprenez comment s'en servir parce qu'il peut faire des dégâts avec. En fait, c'est un outil. Il faut qu'on apprenne à se servir de cet outil-là pour pas faire n'importe quoi. Surtout parce qu'il est déjà là, qu'on le veuille ou non, que notre environnement a changé. Si je fais du biomimétisme, comme tout organisme, il faut qu'on s'adapte à l'environnement dans lequel on est, dans ce nouvel environnement-là. Et surtout, il y a un gap qui va se créer entre ceux qui vont juger positivement ou négativement sans savoir et ceux qui vont apprendre pour pouvoir juger positivement ou négativement les éléments clés qui vont faire qu'ils vont savoir s'en servir. Donc le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est apprendre. Ce qui m'interpelle, c'est que finalement, un réseau de neurones, c'est déjà un système qui est bien inspiré. Et donc, du coup, ce qui émerge, l'intelligence qui en émerge, c'est déjà une inspiration à partir du cerveau, des systèmes, des boucles de rétroaction, etc. Donc, on est dans la bio-inspiration et quelque part, c'est cette intelligence qui en émerge, qui est difficilement explicable et qui nécessite de l'appréhender comme étant une nouvelle forme d'intelligence. Et on voit bien qu'on est en train presque de faire de la psychologie de ces IA, puisqu'on n'est pas capable de vraiment comprendre le fonctionnement de ces milliards de paramètres. Donc, on est en train de créer un objet qui, lui aussi, doit être appréhendé comme une forme de vie, quelque part. Et il faut lui donner des surcouches d'alignement et des attitudes presque d'analyse psychologique pour arriver à faire les choses correctement. Voilà. Et ça, je trouve que ça, c'est particulièrement intéressant parce que, finalement, on fait ici de la biodiversité et du biomimétisme. Il faut considérer cet objet comme étant lui aussi un objet qu'il va falloir appréhender comme une nouvelle forme de vie inconnue, quoi. Merci beaucoup. Tu veux un dernier petit mot ? Alors un dernier petit mot pour paraphraser, je pense que les personnes qui sont dans la salle ont eu le plaisir d'écouter quelqu'un que j'aime beaucoup ce matin, qui peut-être est encore là, qui s'appelle Jacques Rougerie. Il est mon ami, il est mon mentor.
Jacques Rougerie, donc, c'est un architecte mérien, il se définit comme ça, un mérien lui-même. Il a toujours considéré qu'il y avait un lien très fort entre la terre et la mer et que l'avenir était dans la mer. Donc ça, il m'a transmis évidemment cette passion, vous l'avez compris. Mais par-dessus tout, il m'a transmis quelque chose qui est totalement en lien avec ce qu'on dit. Il a dû en parler ce matin, c'est l'espoir. Il faut avoir foi en l'avenir. En fait, quand on regarde l'histoire de l'humanité, l'humanité a toujours été confrontée à des dangers importants, des révolutions. Et à chaque fois, en fait, on les a surmontés. Quand on regarde l'histoire, on n'est pas encore, on dit qu'aujourd'hui c'est la fin du monde, que c'est terrible, etc. La réalité, c'est que dans l'histoire de la civilisation humaine, il y a toujours eu des moments difficiles, voire très difficiles, voire carrément horribles. Et on s'en est sorti. Et on s'en est sorti comment? Parce que on a su faire face, et on a su faire face ensemble. Et ça revient un petit peu à tout ce qu'on se disait. L'IA fait peur, c'est normal. Il n'y a pas que l'IA d'ailleurs qui fait peur aujourd'hui. Les problématiques environnementales font peur. La protection de la biodiversité évidemment fait partie. L'IA peut-être arrive au bon moment pour nous permettre justement de répondre à cet enjeu. Et donc ça dépend comment on prend les choses. Il faut avoir de l'espoir et se tenir les coudes pour y arriver. C'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Un grand merci. Je pense qu'on va clôturer cette table ronde. Un grand merci à vous trois. Vraiment, je vous propose de les réapplaudir encore une fois.